don't seem quite like the others, respecting me and your sisters and brothers. It would be awful, awful sad to give love and you treat me so bad. Make me believe in you. Show me your love can be true. Do anything you want me to do. Make me believe in you. Comment ça va, Dossé? Très bien, et toi? Bienvenue chez Click. Merci beaucoup. Depuis le temps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Ah, de ouf. Cet album, y a plein de gens qui vont découvrir Dossé, alors que la carrière, elle commence à être extrêmement longue. Ouais, plus de 10 ans auparavant. Je dirais même presque 15 ans. Ouais. Il y a 19 ans, presque 20 ans, dans la même période, sortait le premier album de Pete Bacardi. Ouais. T'avais quoi, 13 ans? J'avais 15 ans, je crois, quand Ouais. c'est sorti. T'es né en 85? 85. Ouais. Et en fait, moi, je t'ai vu arriver beaucoup plus tôt. Quand on voit l'évolution qu'il y a, et qu'on entend maintenant le morceau Habitué. Tu es habitué, 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 habitué. On a l'impression que toi, t'es juste habitué à sortir, mais que t'as un rapport de sportif avec la musique. Ouais, c'est un peu le cas. Parce que je pense que comme les grands sportifs, tu sais, ouais, tout au long de leur carrière, ils essaient de se renouveler, enfin de faire en sorte d'être toujours compétitif, tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu n'as pas le choix de te remettre en question sans cesse. Et voilà, chercher quels sont tes points faibles, quels sont tes points forts, qu'est-ce qu'il faut améliorer, de quoi il faut se débarrasser. T'en parlais dans le précédent album en disant il fallait que je simplifie l'écriture. Ouais, entre autres. Ouais. Ouais. Il y a tout un travail de forme à faire parce qu'il faut se réadapter entre guillemets, aux nouvelles oreilles. L'époque évolue. Pour moi, on ne peut pas prétendre aimer la musique mais pas vouloir évoluer avec elle. Ouais, mais surtout le rap. Le rap, c'est une musique de compète. Ouais, de ouf. Donc, totalement, tu vois. On est des compétiteurs, des grands challengers. On parle que de ça dans nos sons, carrément, tu vois. Qui est censé faire en sorte d'être toujours dans le coup, d'être... voilà. On parle beaucoup de rap, mais on appartient tous les deux à cette culture qu'on appelle le hip-hop. Ouais. C'est une culture dont on parle de moins en moins, paradoxalement, à l'époque où le rap vend de plus en plus. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que cette culture t'a amené par rapport à la façon dont tu t'es construit? T'es quand même né dedans. Si tu fais référence au fait que mon frère faisait de la musique. Ouais, c'est le placard cette année, je sors mon buzz du placard. Je suis là depuis les premières Nike Air Max et les gros cuirs 3 quarts. J'ai pas grandi avec mon frère, en tout cas pendant toute une première partie de jeunesse, donc ce qui fait que j'ai pas vraiment baigné dedans non plus. D'accord. Comment ça se fait que vous n'avez pas grandi ensemble? Parce qu'en fait, on a deux mères différentes. D'accord. Donc moi, j'ai grandi avec ma mère, à Orléans, et lui, il est sur Paris avec mon père. Donc ce qui fait que moi, le hip-hop, c'est arrivé à moi en gros comme un peu tout le monde, tu vois. J'avais, je sais pas, je pense que je devais avoir 12-13 ans par là, quand les premiers sons de rap commençaient à passer en radio. Tu vois, bizarrement, j'ai découvert le rap avec Skyrock, moi. Enfin, pas découvert, mais en tout cas, je me suis mis à écouter du rap avec Skyrock de l'époque. Tu t'en veux? C'est comme ça, c'est la vie. Faut commencer quelque part. Quand on commence à écouter du rap et qu'on a son demi-frère qui révèle, qui explose auprès du grand public avec un morceau hyper intime sur la mort de sa mère. J'écris, mon bide est noué, j'ai peur l'avouer, c'est hors mes principes, mais là c'est plus fort que moi. Où est le diable? Plus je grandis, plus Dieu est petit, te rejoindrai au paradis dans un train d'enfer. Comment est-ce qu'on le prend quand on est lié à cette famille, qu'on est à Orléans et que tout d'un coup, il devait y avoir tous tes potes de classe qui disaient mais qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, déjà j'ai grandi à Orléans et c'est pas non plus comme si j'étais spécialement bavard sur ça, tu vois. Donc je me suis pas présenté aux gens en tant que petit frère d'eux, tu vois. Donc ce qui fait que en vrai, je l'ai vécu de manière tout à fait normale, tu vois. J'étais pas dedans en fait quand ça se passait. J'étais à Orléans, moi. Donc je voyais le truc un peu de loin. Je voyais mon frère de temps en temps pendant les vacances ou tu vois quand je montais chez le daron et tout. Mais mis à part ça, j'ai pas vraiment vécu le truc de l'intérieur. Ça m'a pas vraiment influencé plus que ça en vrai de vrai. Autre choc dans ta vie, c'est premier voyage au Cameroun pour le décès de votre père. Je retournerai à mon père comme les fleuves retournent à la mer. J'en veux au monde et à la tumeur qu'il a mis à terre. Qu'est-ce que tu as réalisé à ce moment-là?
Bah, déjà, j'ai réalisé que ça faisait... c'était la première fois depuis peut-être 28 ans que je partais au bled. Mais en gros, ça m'a juste rafraîchi la mémoire sur le fait qu'en fait, j'ai une très grande famille. Et tu connais ce genre d'occasion-là, c'est des mots pour des biens en vrai, parce qu'au final, ça te rapproche de gens dont tu as été éloigné, ça te recentre sur les choses, vraiment, les vraies choses importantes de la vie, tout simplement. Tu vois, donc la famille, l'amour des siens, et pouvoir évoluer dans un environnement sain, avec des gens qui t'aiment et qui veulent que ton bien. Et en fait, ça te remet face à ça. Je pense que ça a impacté aussi sur ton écriture et sur ton travail, parce que tu es passé d'un rap très rue à un rap qui est nourri d'une gamberge maintenant, depuis maintenant plus de 10 ans. Et on a l'impression que tu es allé te renseigner toi-même, aller faire des recherches, des choses que tu n'as pas forcément appris à l'école. En fait, j'ai tout le temps, même en faisant du rap très rue, mais il y a tout le temps une gamberge dans mes textes, tu vois. J'ai toujours eu une écriture assez Mais elle s'est poussée. affinée quand même, cette réflexion. Ouais, bien sûr. Elle est passée d'un niveau micro à macro. Elle s'est affinée parce que déjà d'une, j'ai grandi. Ouais. Donc forcément, j'ai découvert d'autres choses, j'ai appris d'autres références, j'ai appris d'autres trucs, voilà, de la culture générale en vrai. Et puis la vie, c'est juste la vie normale de quelqu'un en fait, l'évolution normale d'un être humain. Mais il y a quand même un fil rouge, c'est le rapport des colonies à la vie quotidienne des quartiers. C'est le fil rouge depuis le début de ta carrière. Que Dieu leur pardonne le mal qu'ils ont fait. Ils nous ont menti sur la taille de l'Afrique. Réduisent mon peuple à la taille de sa pute. Ça, moi perso, j'ai pas le recul pour m'en rendre compte. Donc ça, c'est toi qui me le dis, mais si c'est comme ça que tu le ressens. Il y a des références depuis tes premiers textes. Ouais. Si le chef de l'État est un délinquant notoire, mon frère, quand ils se font rares, les sourires de nos mères valent de l'or. Et peu de choses séparent l'animal de l'homme. Quand je marche, ce qui se passe dehors, j'ai mal pour ma jazz, pour un noir et de Nord-Afrique, tu sais. Motivé comme un moudjahid à reprendre les diamants du Zaïre. Arrêter le pompélo du Sahel et de nous salir. C'est pour combler la tête coloniale contre raquette, moraliste. Parce que c'est quelque chose qui me touche, qui m'a toujours touché. Et j'estime en effet que de manière très directe et super indirecte à la fois, il y a clairement un rapport de cause et effet, tu vois, entre ce qui s'est passé dans le passé et l'état des quartiers dits populaires là, actuellement, tu vois. Et étant donné que c'est lié, ben forcément, si on veut pousser le débat un peu plus loin et pas juste dire ouais c'est la cité, c'est la merde, ben forcément on y arrive petit à petit à ce truc-là, tu vois. Mais dans ce rapport aux colonies, tu le traduis de manière souvent hyper simple, en disant on aura plus de facilité à taper sur le mec qui nous ressemble qu'à taper sur celui qui nous oppresse, totalement. parce qu'on est intrinsèquement colonisé et qu'on est pour la plupart dans les quartiers encore dans cette mentalité-là où Totalement. dès qu'on voit un noir ou un arabe qui réussit, on va d'abord taper sur lui plutôt que de taper sur celui qui... C'est bizarre parce que ça a développé une sorte de... En fait, ça a développé plein de défaillances mentales chez nous, tu vois. Des sortes de plein de complexes, d'infériorité, de supériorité parfois aussi. Enfin, toutes sortes de petits trucs qui nous ont conditionnés mentalement à plein de merde, à plein de conneries. Lorsqu'il y a quelqu'un mais que ce soit dans la musique ou même quelqu'un qui va ouvrir un grec, tu vois. On va plus le chercher dans les poux dans la tête à lui. Ouais, c'est ça. Tu vois, et en plus, on aura du mal à reconnaître juste que c'est peut-être juste que du travail en fait. Que le mec il a juste plus bossé que toi peut-être. Et que c'est ça qui fait qu'il en est là où il est aujourd'hui. Et c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de personnes qui sont remplies de « ouais, mais il a réussi parce que ceci, parce que cela, parce qu'il... » Nous, dans la musique, ça parle d'alliance avec je ne sais quel mec en cap rouge, tu vois ce que je veux dire? Parmi eux, un président, des vice-présidents, des juges de la Cour suprême. Les gens, ils oublient juste que les gens, ils bossent, en fait. C'est tout. Pendant que certains font des tweets, il y en a d'autres qui montent des boîtes. Exactement. Voilà, tu vois. Voilà. Je dis ça parce que dans le dernier album, il y a une référence justement au streaming. Et tu fais une analogie hyper intelligente en disant, voilà, il y en a qui portent des marques de contrefaçon, qui achètent les streams. Ouais, exactement. Ce qu'on peut en comprendre, c'est on va pas en vouloir à des petits frères qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Ouais, grosso modo, c'est ça. Ce débat sur le streaming, moi je peux entendre que les gens de la variette soient jaloux que le rap cartonne. Mais que les gens du rap tapent sur les gens du rap, moi ça me fait toujours de la peine. Après, il y a deux trucs. C'est que il y a les mecs qui sont gênés par le streaming d'une manière générale. Bon, eux, pour moi, ils sont en échec total. Tu vois, ils sont à l'ouest, ils n'ont rien compris à l'affaire. C'est juste un nouveau mode de consommation de la musique. C'est-à-dire avoir accès à tout, facilement, pouvoir le partager. C'est vraiment une révolution parce que, je vous dis, c'est un changement de paradigme. Donc pour moi, les mecs qui sont encore sur un débat de streaming, bien ou pas bien, bon, eux, ils sont à l'ouest. Maintenant, il y a un autre débat. C'est le débat sur la tricherie, c'est différent. C'est rien, il n'y a rien de plus simple aujourd'hui dans la musique
que de tricher dans ses vues YouTube. Et juste à taper sur Google acheter vues YouTube et puis voilà, vous allez tomber sur pas mal de sites. En effet, qu'est-ce que je te dis, chacun fait son truc, tu vois. C'est que c'est le même principe que de vendre de la drogue, tu vois, ou de vendre des sables de contrefaçon. En gros, c'est du hustle. Tu essaies de t'en sortir comme tu peux. Alors après, tu peux, en effet, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord. Je comprends qu'on puisse, du coup, se trouver désavantagé par rapport à des gens qui vont tricher, faire des gros scores. Donc je peux comprendre ça. Mais maintenant, de là à être dans un truc de délation en mode « Ouais, mais lui, je sais qu'il a triché, lui, là-bas, je sais qu'il triche, lui, truc », c'est pété. Et puis il y a aussi un truc pernicieux, c'est que ça va faire le chou de tous ceux qui sont très contents de dire que totalement. La culture des gens ici de l'immigration et des quartiers, en fait, elle cartonne parce qu'il y a de la triche. Ouais. Ça insinue que en fait, ces gens de telles origines, de telles confessions, sont de toute façon des tricheurs. Voilà, ça revient à ce qu'on en disait de cette mentalité de coloniser. C'est ça. Cet album, il a éclaté au grand jour avec le morceau Habitué, qui a été numéro 1, qui j'espère à l'heure où cette interview passera, le sera encore. Il est encore. Ouais. Pour moi, ce morceau, il annonce le cauchemar de la variété française. C'est-à-dire, regardez, nous, on est écrit sur du rap, on est capable d'écrire des 16, des 32, des 64, des morceaux de 8 minutes sans problème. Quand on simplifie l'écriture et qu'on fait les mêmes structures que vous, regardez ce qu'on est capable de vous donner. Habitué, habitué, habitué. C'est pas de la pop urbaine, c'est de la chanson urbaine, t'es passé à autre chose. Il y a très peu de morceaux, pour l'instant en France, qui sont comme ça. On peut dire qu'il y a Comme une étoile ou Petite fille de Booba qui sont allés dans cette veine-là. Je veux juste briller comme une étoile. Et là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore entendu. Est-ce que tu sens, avec ce que ce morceau est en train de t'apporter, qu'il y a des gens qui seraient peut-être jamais allés vers toi avant? Ah, mais clairement. Non, mais c'est totalement ça. Totalement. De toute façon, je reçois sur mes réseaux sociaux, etc., je reçois plein de messages du type Lionel Florent, c'est en PLS. Pour parler de Johnny Hallyday, qui de mieux que l'un de ses paroliers, Lionel Florent, est l'invité du 12-30. Bonjour et merci. Bonjour à vous. C'est plein de trucs du style ouais, je suis pas du tout rap à la base, mais vraiment, je suis tombé sur ta musique, habitué, c'est énorme, c'est génial, t'as gagné un nouveau fan. Et plein de messages comme ça, de gens qui, justement, de base, sont pas forcément friands de rap ou même de mon type de rap parce que je fais du rap assez dur, assez virulent, tu vois. Je dis pas que vos mères sont qu'une bande de putes. Je dis juste que quand elles matent, elles ont les yeux qui sentent le U. Donc en effet, il y a plein de gens qui ont des oreilles beaucoup plus sensibles, tu vois, qui du coup, par habitué, accèdent à ma musique. Dis-moi ce que je vais laisser à part tous les actes que j'aurais posés. Je veux qu'ils se rappellent de moi comme de celui qui aura tout osé. Nous, lorsqu'on a fait le morceau, on savait qu'on faisait quelque chose de gros, mais je t'avouerais que quand le morceau est sorti, que le public s'est accaparé du truc, on a été nous-mêmes dépassés. Parce qu'on ne pensait pas que ça marcherait si fort, aussi vite. Tu vois ? Parce que pour plein de gens, cet album, ça va être le premier album de Dossé. C'est le premier sur lequel ils vont te découvrir. Ouais. Pour moi, c'est un dernier album. C'est le dernier album d'une espèce d'époque. Ouais. C'est-à-dire que Habitué annonce un autre cycle. Artistiquement, d'accord. Tu es en train de fermer une époque. C'est bizarre parce que je sais pas si je ferme ou si j'ouvre une nouvelle époque. En fait, ce que je veux dire, c'est que je me demande si l'album de la fermeture de l'époque dont tu parles, c'était pas l'album précédent, Yuri. Tu vois, et que celui-là, justement, c'est pas le... Ah ouais ? En fait, moi, je le vois pas comme une fin de cycle. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je le vois plus comme comme le début de quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau truc qui va arriver là. Tu vois que le dossier kicker, il reste. Ouais, non, ça c'est la base. Mais tu vois, par exemple, des morceaux de concert comme ceux qu'il y a là-dessus, il n'y en avait pas autant avant. Ouais. Là, cet album, il est pensé pas pour les clubs, il est pensé pour les concerts, il est pensé pour toutes les radios, il n'est pas pensé pour une seule radio. Il y a quelque chose qui a été gambergé très très longtemps sur cet album. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de brainstorming avant de rentrer dans la phase enregistrement. Donc on se demandait justement quelle était la direction adoptée, quel était le but pour nous de cet album. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de brainstorming avant que je rentre en studio. Parce qu'on sent qu'il a été infusé ce disque. Ouais, il y a eu beaucoup de discussions, ça s'entend. Ouais, mais totalement. Il y a eu plus de discussions que d'enregistrements. Mais ça sert. Ouais. Qui était impliqué dans ces discussions? C'était quoi le... Moi, Oumar, ton manager, mon manager et ami. Et puis ouais, de toute façon, c'est nous en fait. C'est nous deux la base du truc. En fait, où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut amener? Comment on veut que les gens perçoivent Dossé? Et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on veut que le business... comment on veut que le business nous perçoive? C'était ça la discussion. Et comment est-ce que le business vous perçoit, à ton avis?
Bah, écoute, en tout cas depuis 3 semaines, il me perçoit de manière assez... Non, mais je pense que les choses se passent bien. Ouais, bah, comme là, tu connais, forcément. C'est quoi un texto de nouvel ami? Un texto type de nouvel ami? Non, mais après, tu sais, moi, je vais pas cracher sur les gens qui vont me dire des choses gentilles. Voilà, après, si c'est sincère, tant mieux, et puis si ça l'est pas, tant pis pour eux. Voilà, tu vois. Il n'y a pas de nouveaux amis, en vrai, parce que moi, mes amis restent les mêmes. Après, les gens qui justement, me témoignent, bah voilà, tu sais, des petits messages du style, ouais, écoute, je suis content pour ce qui se passe et tout, t'as pas lâché, c'est bien, continue, ainsi de suite. Non, ça fait toujours plaisir. Peu importe de qui ça vient, en vrai. Tu vois, ça fait toujours plaisir. Comment est-ce que tu as conçu la structure du morceau? On savait qu'on voulait faire un piano-voix. On voulait absolument faire un piano-voix, tu vois. Donc on a fait appel à un petit pianiste avec qui on bosse plus ou moins, qui s'appelle Josh. Qui a joué le piano de l'habitué. Et Easy Lee, qui est aussi compositeur et top liner. Ça repart et ça revient, et ça revient, et ça repart et ça revient. Je crois que Josh avait des boucles de piano dans son ordi qui traînaient. Et j'ai bloqué sur celle-ci. Donc je lui dis que ok, partons sur ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc bien. Donc voilà, on a commencé, tu vois, ils ont commencé à composer, à faire des accords et tout, etc. Truc, ouais, rajoute ci, rajoute ça, ok. Rajoute de la batterie ici, fais comme si, ouais, non, attends, alors la basse, mets-la comme ça, etc. Et après, Easy Lee a eu l'idée d'une mélodie. Et donc il a tout simplement chantonné la mélodie. Donc il a fait ce qu'on appelle un yaourt. Exactement, avec la mélodie. Il a fait un yaourt, tu vois. Et toi, tu as écrit par-dessus. Exactement. Mais est-ce que tu as regardé les structures des chansons françaises avant de le faire, ou tu as juste suivi totalement pas. Non. On a suivi notre feeling à nous, en fait. D'accord. Tu vois, on l'a fait comme nous, on voulait le faire. De manière à ce qu'il soit, d'une, qui me laisse la place de dire ce que j'avais envie de dire, mais qui soit efficace aussi à l'oreille et facile à reprendre, tu vois, pour quelqu'un, facile à chantonner. À la base, tu as une écriture très complexe. Est-ce que c'est complexe d'écrire aussi simplement que sur Habitué? Ouais, c'est complexe, justement. Mais bon, maintenant, beaucoup moins, parce que maintenant, j'ai l'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a encore 1 ou 2 ans, quand j'ai commencé à vouloir un peu simplifier, mais tout en restant, tu vois, subtil, pertinent et tout, c'est vrai que c'est un exercice qui... Non, c'est un vrai exercice, pour de vrai, tu vois. On peut croire que c'est plus simple d'écrire de manière simple, mais en fait, non. Il y a des rimes très puissantes quand tu parles de changer soi-même avant que les gens changent. Pendant des piges, j'ai attendu que ma vie change. Puis j'ai fini par comprendre que c'était elle qui attendait que je change. Je me suis dit, mais, en fait, il vient de faire une psychanalyse. Est-ce que t'as été suivi ou pas? T'as déjà vu quelqu'un? Non, jamais. Jamais? Jamais. Est-ce que c'est le genre de truc que t'apprends chez le psy? J'aurais peut-être dû. Cette rime-là en particulier, d'où est-ce que tu l'as sortie? Tu faisais allusion à quelle période de ta vie, à quel truc? En vrai, à plein de périodes de ma vie, d'une manière générale. Je me remets beaucoup en question. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un truc qui se passe pas comme je veux dans ma vie, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire que bon, ok, si là ça a merdé, c'est que j'ai pas dû faire comme je devais faire. Ou j'ai pas fait assez, ou que j'ai pas bien fait, ou en tout cas il y a un truc qu'il faut que je change. En gros, c'est de ma faute en fait, tu vois. Je suis totalement dans ça. Donc ce qui fait que c'est ma manière de penser. Comme je dis dans la chanson, pendant longtemps, j'attendais que ma vie change. Et en fait, elle a commencé à changer lorsque j'ai compris que c'est moi qui devais changer. T'as changé quoi dans ta vie pour que les choses changent? Non, mais peut-être certaines habitudes ou peut-être certains trucs que je négligeais. Et inversement, certains trucs auxquels je donnais beaucoup d'importance. Et puis en fait, non. En fait, non, parce que c'est pas prioritaire. Il y a peut-être d'autres trucs... Enfin, tu sais, plein de trucs comme ça, tu vois. J'ai rien compris. Tu veux pas être... Je te disais, j'ai rien compris, c'est concrètement. Tu veux des exemples concrets? Ouais, vraiment. Non, mais par rapport à la musique, par exemple. Dans toute la première partie de ma carrière, j'étais au four et au moulin, tu vois. Avec quelques amis et tout, on essaie de se débrouiller et de s'improviser label, tu vois, voilà, de s'improviser producteur, manager et tout en même temps. Et il y a un moment où je me suis juste rendu compte qu'en fait, non, on fonçait forcément dans le mur et que je fonçais forcément dans le mur. Et j'ai su avoir la présence d'esprit de me dire que bon, peut-être que je manque d'encadrement et que ouais, j'ai peut-être besoin de quelqu'un qui soit calé dans tel ou tel domaine pour m'aider à faire tel ou tel truc.
Tu vois, il y a ça. Et même artistiquement, ma collaboration avec Oumar, elle a commencé avec un coup de fil. Parce qu'en fait, on se connaît depuis des années. Mais on ne bossait pas ensemble, mais on se connaissait. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, toi qui justement est dans le milieu et dans le business, tu vois, mais qui a quand même un pied de mon côté, bah, de ton ressenti à toi, qu'est-ce qui selon toi me manque pour, je sais pas en fait, pour évoluer, parce que je comprends pas, je fais des trucs, mais ça stagne, ça se passe pas comme je veux, je suis pas satisfait, donc il y a un truc qui bloque, mais je sais pas ce que c'est. Donc t'es arrivé avec une démarche d'humilité. Ouais, totalement. Mais t'es obligé en fait, t'as pas le choix. Et voilà, et il m'a dit, non, écoute, il y a ça. Moi, selon moi, il faudrait que tu fasses ça. Il faudrait que tu arrêtes ci ou ça. Et voilà. Et j'ai suivi ses conseils. À court terme, déjà, ça a fonctionné à court terme, mais direct. Et puis après, voilà, après l'histoire, vous la connaissez. Hein. Maintenant, ça fait 4 piges, on bosse ensemble. Et c'est sur le long terme que ça commence à payer. Ouais, parce qu'on est dans une construction assez spéciale. Ce qu'on fait, ça prend du temps, mais c'est très solide. Il y a un autre fil rouge dans ton écriture, c'est la trahison. Ouais. Mon cœur fut pénétré par toutes sortes de sentiments plus noirs les uns que les autres. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, ça l'enfoiré? T'as trahi le clan, t'es plus l'un des nôtres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, ces potes? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bâtards? Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un truc qui... Parce que moi, ça me bouleverse, ça. Ça me bouleverse. J'ai eu quelques déceptions de la part d'amis proches, très proches, de gens qu'on considère comme frères, en fait, tu J'ai vois. l'impression que ça te blesse plus que les ruptures amoureuses. Ouais, mais totalement, ouais. Ouais, si, parce qu'en fait... l'amitié... Alors, bon, c'est ma perception du truc. En fait, je trouve que l'amitié, c'est un sentiment plus noble que l'amour, tu vois. Donc, quand tu me trahis en amitié, mais je suis méga touché. Je suis touché, on dirait que je suis une meuf qui vient de perdre son mec. Je suis pareil. Tu vois. Ça me troue le cœur, tu vois. Ça me fait mal de ouf. Et je suis rancunier en plus. Et donc, ce qui fait que c'est un truc qui me ronge pour de vrai. J'ai vraiment du mal parce que moi, quand j'ai un ami que je considère comme un frère, malgré que j'ai tous les défauts du monde, hein, tu vois, je suis pas parfait du tout, j'ai plein de... Mais n'empêche que quand j'ai un frère, j'ai un frère pour de vrai, tu sais, c'est mon refrain pour de vrai, et je peux pas lui faire une ambiance bizarre, je sais pas, par exemple pour une meuf ou pour de l'argent ou pour quoi que ce soit en fait. C'est juste mon frère, donc il y a certains trucs qui bougent pas. Est-ce que tu as déjà été trahi par des gens que tu pensais aider et qui estiment que tu les as pas assez aidés? Ça, je pense que ça, en fait, ça, c'est le classique. Quand quelqu'un essaie de s'en sortir et monte des projets, mais peu importe le domaine, hein, la musique, le commerce, ce que tu veux, peu importe. Quand tu es dans une démarche d'upgrader ta vie et que voilà, et que tu bosses, donc ça fonctionne et que ça commence à fonctionner et que petit à petit tu gravis les échelons, il y a en effet tout plein de gens qui, au lieu de regarder ce que tu as fait pour eux, vont se concentrer sur ce que tu n'as pas fait pour eux. Tu peux, par exemple, leur prêter de l'argent. Mais à un moment donné, si eux, ça n'avance pas comme eux le veulent, eh ben, ils estimeront que c'est parce que tu n'as pas prêté assez d'argent. Si Être caution pour leur appart. Tu vois exactement, en fait, rien n'est jamais assez. Tu vois, rien n'est jamais assez. À partir du moment où ça ne fonctionne pas pour eux, eh ben, c'est forcément que tu as merdé. Tu vois, c'est ta faute à toi qui a voulu aider, mais c'est ta faute à toi. Tu vois, en aucun cas, c'est leur faute à eux ou parce que ouais, peut-être qu'ils ont merdé, qu'ils ont mal géré. Et ça, c'est un truc, moi perso, j'ai vécu ça plein de fois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te protèges ou tu arrives encore à ouvrir la porte à l'amitié? Je me protège beaucoup, mais comme j'ai un bon cœur, j'ai un bon cœur de base. Je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Je laisse encore la porte ouverte. Mais chaque jour, j'ai des piqûres de rappel, en fait. Tu sais que les gens, c'est les enculés, mais c'est toi qui fais le con à chaque fois. Ah ouais. Tu les prends pour des gens bien. C'est ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je les prends pour les gens comme nous, en fait, comme les gens que moi je côtoie, comme les gens avec qui je suis tous les jours. Et ben, moi, voilà, de base, j'aime bien les gens. Voilà, moi je suis normal, quoi, y a pas de problème. Et à t'entendre parler, ça arrivait plusieurs fois dans ta vie. Ouais. Comment t'expliques que t'as jamais été vacciné? Maintenant, par rapport à ça, je suis vacciné. Je suis vacciné, mais ça fait toujours mal. Quoi qu'il se passe. En fait, je pense qu'on n'est même jamais vraiment vacciné. Tu seras jamais vacciné contre ça. C'est impossible d'être vacciné en vrai. Tant que tu restes un humain avec un cœur qui bat, tu ne peux pas être vacciné. Ça va toujours te toucher. T'es conscient que ça va aller de pire en pire pour toi? Bien sûr. Bien sûr.
Ouais, j'en suis conscient comme jamais. Mais de toute façon, j'en ai toujours été conscient. Et il y a même certains de mes textes à l'époque où je prédisais ça. À ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'ont haï, à ceux qui m'ont aidé, à ceux qui m'ont trahi. J'ai 2-3 textes où je dis ce genre de trucs-là, tu vois. Donc je savais. En théorie, je le savais. Mais la pratique, elle fait toujours plus mal. C'est arrivé à un mec qui a 2018 ans. Exactement. C'est exactement ça. En tout cas, là où tu as été très bon, c'est réussir à faire un hit en plaçant ton statut single. Ouais. Dire que tu es célibataire dans un hit avant l'été, c'est très très fort. Qu'en sera-t-il de tous ces je t'aime que tu me chuchotais? Avant l'été, tu as réussi à dire que tu es célibataire, fragile, concerné. Non, pas fragile. Humain. Humain. Ouais. Humain sensible. Tout. Ouais. Avec sa part de douceur et sa part de dureté. Est-ce que les filles ont pris ce message comme un appel? Non, pas comme un appel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont été touchées, ouais. Ouais, les filles, elles ont été touchées par le morceau. Après, bon, c'est un peu normal, on s'y attendait quand même. Parce que la forme, elle s'y prête un peu, tu vois. Non, et puis je pense que même au-delà de filles ou garçons, c'est un truc qui touche les gens parce que ça parle de... Mais tu sais très bien où je veux en venir. Non, je sais pas ce que tu veux dire, en fait. Je sais pas où tu veux en venir. Tu veux pas y en venir ? Non, pas du tout.